Bonjour à tous. Génial, il est 11h03. Benjamin, est-ce que tu es prêt pour qu'on commence? Yes, on part. Excellent. Donc, merci à tout le monde d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de l'espace de vente et de l'objet lead, maîtriser vos outils de prospection dans HubSpot. Je rappelle que cette présentation-là est présentée à la fois par HubSpot et par Guépard. Donc, on est une firme d'implantation HubSpot basée au Québec qui aide des clients dans toute la francophonie à optimiser, maîtriser leur compte HubSpot. Et aujourd'hui, on va vous présenter en fait un outil qu'on apprécie énormément, qui nous est utile à nous-mêmes dans notre quotidien, mais qui est un peu méconnu. C'est-à-dire qu'il a fait son apparition à un moment donné dans la navigation HubSpot, puis il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas encore exploré, puis c'est pour ça qu'on s'est dit on devrait faire un événement à ce sujet-là, parce que parmi tous les outils d'HubSpot, c'est l'un de ceux que vous pouvez vous rendre dans la navigation, aller voir cet outil-là, puis il y a déjà des données dedans, puis il y a déjà des choses qui sont en place. Donc, c'est un outil qui est un quick win. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. En fait, on va parler de comprendre comment utiliser l'espace de vente comme centre de pilotage des ventes. L'espace de vente, là, la manière dont il a été créé, ça devient un peu l'endroit où vous pouvez retrouver l'ensemble de vos outils de vente. Donc, on va regarder ça. C'est un outil qui est apparu qui répond à un besoin criant de plusieurs utilisateurs HubSpot qui était de pouvoir retrouver tout ce qu'ils utilisent au quotidien au même endroit. Puis ça, je pense que c'est une belle preuve que HubSpot écoute ses clients parce qu'ils ont donc mis en place cet outil-là qui répondait à une critique donc de plusieurs personnes dans les dernières années. On va aussi clarifier le rôle de l'objet lead qui a créé sa controverse quand il a été annoncé à Inbound il y a 2 ans. Puis on va vous parler de comment vous pourriez l'intégrer efficacement dans votre cycle de vente, puis c'est quoi son interaction par rapport aux autres objets qui étaient déjà dans HubSpot auparavant. On va aussi découvrir comment l'intelligence artificielle est directement liée avec l'espace de vente. Vous allez voir, dans cet outil-là, il y a plusieurs places où on retrouve l'intelligence artificielle et il y a aussi un prospecting agent, donc un agent de prospection qui a été lancé qui fonctionne de pair avec l'espace de vente aussi qu'on va pouvoir découvrir à la toute fin de cette présentation-là. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir dans le chat. On est avec vous. Le groupe d'utilisateurs HubSpot, c'est vraiment une façon de rassembler tous des gens qui utilisent HubSpot pour partager des bonnes pratiques. C'est votre groupe aussi, donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions dans le groupe. Je suis avec mon collègue Benjamin. Benjamin. Bonjour. Benjamin qui est expert HubSpot chez Guépard et qui utilise aussi l'espace de vente, qui l'a aussi implanté chez plusieurs de nos clients et qui va avoir de très, très bons conseils pour vous aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, lançons-nous et parlons de cet espace de vente. En fait, l'espace de vente, c'est vraiment une façon de centraliser vos activités de prospection au même endroit. Je vois ici que mon image donc n'apparaît pas, mais inquiétez-vous pas, on va aller de toute façon dans le compte HubSpot le voir tout à l'heure. Donc, à quoi ça sert l'espace de vente? C'est vraiment une façon de centraliser vos activités de prospection au même endroit, de personnaliser en fait votre expérience de vente aussi, parce que vous avez plusieurs endroits où vous allez pouvoir personnaliser ce qui apparaît. Vous avez aussi donc plusieurs outils d'intelligence artificielle qui sont directement liés dans cet espace de vente-là, qui peuvent vous aider à prioriser, à vous préparer, puis à suivre vos actions. L'espace de vente, là, la manière dont moi je le vois, là, c'est un peu comme si j'avais tout le temps un coach de vente avec moi au quotidien qui me permet finalement de me rappeler de certaines choses que je pourrais avoir oubliées. Donc, c'est un peu, c'est vraiment un compagnon, je dirais. Puis, je pense que c'est important que vous le voyez de cette façon-là. Avant de me lancer dans la démo de cet espace de vente-là, j'aimerais ça vous donner quelques bonnes pratiques et des points à garder en tête quand vous allez voir l'espace de vente. D'abord, on en a parlé, Benjamin et moi, puis notre recommandation, là, c'est de ne pas essayer de le personnaliser dès le début. Puis je vous explique pourquoi. C'est un peu comme une maison. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté une maison, puis vous vous êtes fait donner le conseil que avant de faire des rénovations, vous devriez vivre dedans un peu. Pour voir si l'espace vous convient, ce qu'il y a de là, voir comment la lumière rentre dans la maison et tout. Bien, l'espace de vente, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il vient avec un historique, il vient avec beaucoup de choses qui ont déjà été pré-paramétrées pour vous. Il y en a beaucoup que je suis certaine fonctionnent avec vos processus de vente, fonctionnent avec les bonnes pratiques d'un département de vente depuis de nombreuses années. Puis, je pense que c'est une bonne idée que vous l'expérimentiez pendant au moins plusieurs semaines avant de vous dire « Ah, il me manque ça. Je devrais personnaliser ça. Je devrais ajouter ça. » Donc, ce serait ma recommandation générale avant que vous tentiez de le modifier. Par la suite, ben, c'est une habitude. Hein? Donc, comme la plupart des outils technologiques, vous devez
l'ajouter à votre routine, en fait, pour que ce soit quelque chose qui ait de l'impact. Puis moi, ce que j'aime bien dire sur l'espace de vente, c'est que vous devez l'intégrer dans votre routine du matin. C'est-à-dire quand vous commencez votre journée de travail, de vraiment commencer à cet endroit-là, il y a beaucoup de choses que ça va vous permettre d'enlever une certaine charge mentale et de savoir exactement où vous lancer. Puis ça, je pense que tout le monde peut en bénéficier. Aussi, bien, allez là plutôt qu'aller sur les vues des outils de vente comme les tâches. Okay? Il y a beaucoup d'outils qui sont dans l'espace de vente qui, avant, créaient de nombreuses frustrations chez nos clients, chez les gens qui utilisent HubSpot. Entre autres, la vue des tâches. Okay? De tous les outils d'HubSpot, je pense que la manière dont les tâches sont présentées, c'était quelque chose qui était très critiqué par les gens. Puis, l'espace de vente en ce moment offre vraiment une belle façon de voir ces tâches, puis qui est plus organique, qui répond plus aux besoins, je pense, d'un utilisateur. Donc, comme vous commencez à cet endroit-là le matin, vous allez avoir plein d'endroits dans HubSpot que vous n'aurez plus besoin de consulter tant que ça, sauf pour aller voir spécifiquement, par exemple, la manière dont ça a été paramétré, puis faire des changements sur vos vues. Je vais aussi vous recommander de débloquer l'objet lead. Parce que si aujourd'hui, quand on va vous en parler, vous vous dites « Hey, j'ai pas accès à ça en ce moment, c'est pas là », c'est parce que c'est des paramètres dans votre compte que vous allez pouvoir activer. Okay? Donc, si vous ne le voyez pas en ce moment, c'est normal. Même chose pour l'espace de vente. Il y a certaines choses que vous devez débloquer qu'on va vous montrer. Puis finalement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de le voir comme un coach. Vous allez voir, l'espace de vente vous call out, si vous me permettez l'anglicisme. Il vous rappelle de faire certaines choses. Puis je pense que quand on le prend avec humilité, puis on se dit, hey, c'est comme si j'avais comme tout le temps quelqu'un qui me donne une petite tape sur l'épaule avec moi pour m'aider à faire les choses, ça devient l'un de vos plus grands alliés. Donc, maintenant que je vous ai parlé de ces bonnes pratiques-là, je propose qu'on se lance dans l'espace de vente en lui-même. Peut-être une chose aussi à rajouter, pour avoir accès à cette fonctionnalité-là, les utilisateurs ont besoin d'un siège payant de vente. Donc ça, c'est un détail qui va être important aussi. Là, c'est lié à tout ce qui est siège de vente. Donc, si vous vous dites, j'y vais, moi, je suis au marketing, j'essaie de regarder, puis je n'ai pas accès, ben, c'est probablement lié à vos accès et vos sièges. C'est tout simplement ça. C'est un excellent rappel, Benjamin. Merci beaucoup. Donc, puis c'est important aussi, ça prend une certaine version d'HubSpot également. Donc, si vous n'avez pas la version Sales Pro ou Sales Enterprise, c'est une fonctionnalité qui est spécifiquement dans ces versions-là aussi. Vous avez quand même l'objet lead. Donc, si jamais vous n'avez pas encore cette version-là d'HubSpot, je vous invite quand même à rester parce qu'il y a des choses là-dedans qui, d'abord, peuvent vous montrer de quoi ça aurait l'air, mais aussi l'objet lead est disponible maintenant dans les versions différentes également. Donc, vous voyez mon compte HubSpot ici. C'est notre compte de démo. On s'amuse beaucoup avec notre compte de démo. Donc, vous allez voir passer des personnages fictifs qui on a décidé de s'amuser, en fait, tant qu'à montrer des données fictives. Et la première chose, c'est où on trouve cet outil-là. Okay? Dans la navigation dans HubSpot, il est sous l'onglet « Vente » et c'est le premier qui apparaît ici. Vous pouvez aussi l'enregistrer. Vous voyez le petit marque-page ici. Vous comprendrez que moi, étant donné que je fais du développement des affaires aussi chez Guépard, c'est l'un des onglets que je visite le plus souvent. Et c'est donc celui que j'ai enregistré qui est dans mon marque-page ici. Si vous ne saviez pas qu'il y avait des marque-pages, d'ailleurs, je vous invite à mettre vos outils que vous visitez le plus souvent à cet endroit-là. Donc, maintenant qu'on est dans l'espace des ventes, vous voyez ici, je vois le mien. Quelque chose qui est assez important à savoir par rapport à ça, c'est que vous pouvez aussi vous promener quand vous avez la permission. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont des directeurs des ventes, qui avaient donc un poste de leadership auprès de certaines autres personnes dans l'équipe, vous pouvez vous promener en réalité d'un espace de vente à un autre pour aussi aller voir ce qui se passe du côté de certains membres de votre équipe. Donc, comme on est dans cet espace-là, la première chose typiquement qu'on veut voir quand on débute notre journée, c'est nos tâches. Donc ici, là, en fait, ce pas des tâches qui sont différentes de celles qui se retrouvent dans mon onglet tâches. Okay? Ce sont des tâches qui ont été mises de l'avant avec une interface qui est différente du côté de l'espace de vente et dans lequel on va avoir des priorités, mais aussi donc les différents types de tâches qui sont en place. Au niveau des activités de communication, bien, en fait, ici, je pourrais voir les différentes séquences qui sont en cours, donc qui seraient ici. Mais ce que je vous invite à voir, surtout ici, c'est mon calendrier qui apparaît. Donc ça ici, en fait, c'est un calendrier, c'est vos données à vous qui sont du côté d'Outlook, qui sont du côté de Gmail et qui sont poussées, en fait, dans ce calendrier-là.
quelque chose de super important que vous devez savoir, il y a seulement vous qui voyez les rencontres qui sont là. C'est-à-dire que si, par exemple, Benjamin va sur mon propre espace de vente, il ne va pas voir nécessairement c'est quoi mes rencontres qui sont ici. Il va voir qu'il y a des rencontres, mais il ne va pas voir nécessairement c'est quoi. Donc, si jamais vous avez un enjeu de confidentialité par rapport à ça, vous dites, hey, j'ai des rendez-vous, par exemple, j'ai bloqué un rendez-vous médical dans mon horaire. Inquiétez-vous pas, vos collègues ne vont pas nécessairement voir c'est quoi le rendez-vous à ce niveau-là. Ils vont voir que vous êtes occupé, par contre. Et vous voyez qu'il y a des couleurs différentes. Donc, ici, pour le bien de cette démonstration, j'ai décidé de personnifier quelqu'un dans, en fait, qui est lié à un événement de l'actualité. Je cherchais quelque chose que tout le monde connaissait, avait probablement entendu parler. J'ai décidé d'utiliser la nouvelle de Taylor Swift et de Travis Kelce qui se sont fiancés et d'utiliser mon compte HubSpot comme si j'étais une personne qui allait organiser leur mariage et qui souhaitait donc organiser le mariage du siècle. Je suis en compétition avec Martha Stewart là-dessus, apparemment, comme j'ai appris dans l'actualité. Donc, vous pouvez voir ici que je me suis dit, bon, si j'étais une personne qui organise des mariages, peut-être que j'aurais participé à un salon de la mariée et j'aurais rencontré Taylor Swift et Travis Kelce à cet endroit-là. Donc, c'est le contexte que j'ai beaucoup utilisé aujourd'hui. Donc, vous voyez, par exemple, dans mon calendrier, j'ai un recap du salon de la mariée avec le reste de mon équipe où je vais parler des prospects que j'ai rencontrés sur place. J'ai un meeting des ventes, une rétrospective de mandat avec d'autres clients pour lesquels on a organisé un mariage. Vous voyez qu'il y a des couleurs différentes et la raison pour laquelle celle-là est différente, c'est qu'en réalité, ma rencontre, elle est avec Taylor Swift elle-même. Elle m'a booké sur mon calendrier et j'ai des outils qui vont me permettre de planifier cette rencontre-là qui apparaissent ici. OK? Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, puis si vous avez testé l'outil Breeze, le copilot de HubSpot dans les derniers mois, puis que vous avez dit, c'était pas génial, il y a des choses qui se sont améliorées. Okay? Ils ont énormément amélioré cet outil-là dans les derniers mois. Et cette fonctionnalité-là, moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle vous aide à vous préparer pour votre réunion. Là, je vous entends, là, mais je sais que je suis certaine que vous vous préparez pour toutes vos réunions, mais je suis certaine aussi que ça vous arrive parfois à des moments de vous dire, hey, j'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer à cette rencontre-là. Bien, à cet endroit-là, vous avez finalement les données du CRM qui sont poussées, puis des données de Breeze aussi qui proviennent de l'extérieur du CRM qui sont poussées pour que vous puissiez vous préparer pour votre réunion. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, si je prends ma prospect qui est Taylor Swift, j'ai Taylor Swift a son site web. Taylor Swift est une corporation maintenant. Donc, je peux faire une recherche, en fait, ici pour voir certaines informations au sujet de l'entreprise de Taylor Swift. Puis là, ce que vous voyez sur le côté en ce moment, il est allé me chercher le tech stack, en fait, qui est utilisé sur le véritable site web de Taylor Swift. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont en technologie, je pense que ça peut énormément vous aider. J'ai aussi donc un résumé. En fait, puis là, je peux dire si je suis satisfait de ce qui me sort ici. Donc, il me fait vraiment une description. Je peux aussi résumer l'entreprise. Puis là, vous allez voir qu'il s'est passé des choses en réalité avec l'entreprise de Taylor Swift. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me faire un résumé des données que j'ai dans mon CRM par rapport à cette entreprise-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, là, il me sort tout ce qui s'est passé. Ça, je pense que pour vous, là, si vous reprenez parfois le dossier de quelqu'un d'autre, ou je ne sais pas, vous avez un collègue qui est en vacances, vous êtes j'aimerais ça vraiment savoir ce qui s'est passé dans cette opportunité, bien, vous avez les réponses qui vont apparaître à cet endroit-là. Vous voyez les engagements récents, vous voyez les notes qui ont été faites aussi, puis vous voyez donc les prochaines dates importantes. Donc, ici, par exemple, on s'est rencontrés le 26 août, que j'ai une note du 27 et que ma prochaine activité est aujourd'hui en réalité. Donc, je vois même que leur mariage est prévu en décembre. Donc, je peux aller aussi résumer la fiche d'information du contact directement. Puis ça, c'est vraiment un peu le même principe. C'est-à-dire que là, ça va aller chercher spécifiquement mes interactions avec Taylor Swift. Mais c'est bien, si j'ai des interactions avec Taylor Swift, la corporation, j'ai probablement des interactions avec d'autres contacts aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a une distinction qui est à cet endroit-là. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai dit que l'espace des ventes agissait aussi un peu, en fait, comme un coach qui vous aide. J'ai des risques aussi qui sont identifiés à plusieurs endroits. Vous allez voir ce petit onglet-là, qui vous permet, en fait, de savoir qu'en ce moment, Taylor Swift, elle n'a pas encore accepté la réunion qui a été bookée dans son calendrier via mon lien meeting. Donc, je vois cette chose-là et je serai donc capable d'agir par rapport à ça. Et finalement, j'ai aussi la possibilité d'ouvrir les notes qui ont été laissées spécifiquement au sujet de Taylor Swift, donc qui vont apparaître ici. Je vois que j'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé de l'information à
niveau-là. Donc, ça, c'est pour la préparation de rencontres. Si jamais vous avez des questions en ce moment dans le chat, je vous invite à les poser. OK. Je vais revenir sur mon espace des ventes ici. J'ai aussi donc des informations qui me sont proposées ici. Ça vous aide pour ceux-là qui sont des vous voulez suivre vos objectifs, hein? Vous voyez apparaître ici, par exemple, je vois qu'en ce moment, je suis à 67 d'avoir atteint mon objectif du mois. Donc, j'ai un deal, j'ai plusieurs deals qui ont été signés. J'ai 20 000 en ce moment qui a été gagné dans mon compte de démo et j'ai un objectif de 30 000. Donc, je suis tout le temps en mesure de savoir aussi, je suis rendu où par rapport à mon objectif. Puis ça, c'est un outil qui communique directement avec l'outil d'objectif dans HubSpot. C'est-à-dire que je n'ai pas paramétré quelque chose pour l'espace des ventes, il est allé directement chercher les objectifs qui étaient associés à moi dans le compte. Je vois aussi mes stats. Donc, si vous aimez bien voir le nombre d'appels que vous avez passés, les courriels que vous avez envoyés, les appels que vous avez faits, les emails qui ont été répondus que vous avez envoyés, vous le voyez aussi ici. Et finalement, pour ceux qui cherchaient leur flux d'activité, il a été déplacé ici. Donc, il est sur le côté ici où vous pouvez voir ce qui s'est passé, en fait, dans vos différents courriels que vous avez envoyés. Donc, je vois par exemple ici que Benjamin a ouvert mon courriel. Je vois que Taylor Swift aussi a ouvert mon courriel. Donc, je me sens très spéciale. Donc, je vois tout ça. J'ai aussi des actions qui sont guidées, c'est-à-dire que en ce moment, par exemple, j'ai une rencontre avec Taylor Swift qui commence à 13h. Puis là, il me propose de fortement me préparer pour cette réunion-là. Je vois aussi qu'il n'y a pas de suivi en ce moment qui a été fait par rapport à une rencontre que j'ai déjà eue avec Taylor Swift ici. Il m'invite à le faire aussi. Puis je vois mes leads qui sont récemment engagés aussi, avec lesquels je n'ai pas encore commencé à discuter. Donc, bientôt, on va vous parler de l'objet lead et on va pouvoir parler de ce qui se passe ici. Et finalement, si vous utilisez les comptes cibles dans HubSpot, vous avez aussi la possibilité de savoir, par exemple, que certains de vos comptes cibles ont interagi. Donc, Benjamin est associé à un compte cible de notre compagnie qui veut organiser des mariages, qui s'appelle Guépard, et donc, il a interagi avec quelque chose récemment. Je vois donc tout ce qui est associé à la prospection, mais je vois aussi tout ce qui est associé à mes deals ici. Puis, si je clique sur l'une des actions, ça va m'emmener directement dans une vue pour passer à l'action. Ceux qui aimaient les files d'attente de tâches dans HubSpot, vous avez un comportement qui est un petit peu similaire, c'est-à-dire que vous voyez toutes vos recommandations qui apparaissent sur le côté, puis vous pouvez passer de l'une à l'autre, un peu comme vous le feriez dans une playlist de Spotify ou autre. Si je clique sur mes tâches, je vais aussi les avoir d'une manière qui, je pense, est beaucoup plus organique que ce que vous avez en ce moment si vous allez sur la vue de tâches et même si vous allez du côté de votre onglet tâches, c'est-à-dire que je vais avoir chacune de mes tâches qui vont apparaître une après l'autre. Et évidemment, ça a le même comportement que vous connaissez. Si je clique sur mon email ici, il va m'ouvrir mon email, ma fiche de mon contact et toutes les informations que je pourrais vouloir avoir rapidement. Donc, à partir d'ici, en fait, je vais retourner dans ma présentation. Vous pouvez mettre vos commentaires là-dedans si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis on va revenir juste ici. On va maintenant parler de l'objet lead. Je m'excuse, j'ai volé un punch de ce qui s'en vient ensuite et je vais céder la parole à mon collègue Benjamin pour cette portion. Merci. Donc, dans la section des ventes, dans la Sales Workspace, l'un des onglets puis outils les plus importants, centrales, c'est vraiment l'objet lead. Quand l'objet lead a été annoncé, je pense que c'est un des objets ou une des modifications HubSpot qui a créé le plus de confusion que j'ai vu depuis que je travaille sur HubSpot. Tout simplement à cause du nom. Parce qu'on est plusieurs on était plusieurs à référer, à parler de nos contacts comme étant des leads. C'est comme ça qu'on y référait. Donc, d'avoir un objet lead a vraiment créé de la confusion.
Puis en plus, lead, c'est aussi un cycle de vie qu'on attitre à nos contacts. Puis il y avait une autre propriété qui s'appelait lead status. Ça a vraiment mélangé tout le monde. Aujourd'hui, j'essaie de vous démystifier tout ça si c'est un peu confus pour vous, puis peut-être aussi vous donner des pistes d'explication à donner à vos équipes s'ils sont vraiment confus avec cet objet-là. Tu veux switcher. L'objet lead, il faut le voir comme un objet à part entière, comme un deal, comme un ticket. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment un outil qu'on va utiliser, comme on utilise nos deals, comme on utilise nos tickets pour gérer quelque chose de vraiment précis, qui est la qualification ou bien la prospection sur un contact et ou une compagnie. On va ouvrir un objet lead à plusieurs moments, même dans la vie d'un client, quand on interagit avec lui, pour gérer vraiment une tentative précise de qualifier cette personne-là. Pourquoi je dis une tentative? C'est qu'on pourrait avoir plusieurs objets leads sur un même contact parce qu'on a fait une première tentative qui a échoué, on a fait une deuxième tentative pour un second produit aussi. Fait qu'on peut avoir plusieurs objets leads attitrés à un même contact. Puis aussi, quelque chose d'intéressant, c'est que dans le temps, on pourrait en avoir plusieurs pour avoir des relances quand ça a échoué le deal. Puis là, 6 mois plus tard, je relance mon lead. Donc, l'objet lead, vraiment quelque chose à part entière qu'on va regarder comme un deal parce que lui aussi a son propre pipeline avec différentes étapes qu'on va tenter de qualifier le prospect. Pourquoi on veut avoir la prospection puis la qualification séparées de la fiche contact, séparées de notre pipeline de deal? C'est pour, comme on va le voir la slide suivante, venir éviter d'avoir des deals poubelles vraiment mauvais dans notre pipeline de deal. On garde notre pipeline de deal propre. On a véritablement seulement des vraies opportunités qui ont été qualifiées par les ventes avant de les mettre dans notre pipeline de deal. Là, on a montré un petit pipeline un peu pas si loin de la réalité qu'on voit des fois chez nos clients. Les classiques étapes de à recontacter, j'attends des nouvelles, à revoir. Puis c'est des étapes qui vont rester pendant des mois, pendant des années même. On a déjà vu ça. Ça, c'est super négatif pour votre pipeline. Ça veut dire que votre forecast sur votre pipeline n'est pas bon. Ça veut dire que le temps de fermeture de vos deals est sur des années. Donc, vous n'êtes même pas vraiment capable de savoir combien de temps ça vous prend à fermer des opportunités. Ça, c'est pour éviter ça qu'on va vouloir faire la qualification et la prospection dans un objet secondaire. Quand on va créer un lead, donc, le marketing génère un nouveau contact dans notre CRM, quelqu'un qui vient de downloader une ressource. La personne répond à notre persona, à notre ICP. On considère qu'il est qualifié, qu'on devrait l'assigner à un vendeur. À ce moment-là, on va l'assigner au vendeur, le contact, puis le vendeur, lui, dans sa gestion de son day-to-day, de son workload, il va avoir un nouvel objet lead qui va popper, qui va être un nouveau contact à venir qualifier. On a créé l'objet lead vraiment à ce moment-là. C'est vraiment l'utilisation numéro 1, je crois, de l'objet. Puis, comme j'ai dit plus tard, il y a d'autres scénarios, on va pouvoir réutiliser l'objet, mais la première fois qu'on va l'utiliser dans le parcours, c'est véritablement là. Le contact est qualifié pour notre équipe des ventes. On ouvre une fiche de lead sur notre contact et ou compagnie. Un autre cas, oui, c'est ça qui est noté ici, comme j'ai dit, c'est un client existant. Il est arrivé à maturité sur le produit A, on veut lui vendre le produit B, mais ça peut être une autre opportunité d'utiliser l'objet lead pour ça. Là, je vais vous le montrer, l'objet lead en particulier. Fait que je vais prendre le partage d'écran. Non, pas celle-là. Ici. Donc, dans la Sales Workspace, l'espace des ventes, le deuxième onglet qui s'appelle Prospect. Puis là, un autre commentaire éditorial ici. La section des leads s'appelle Prospect, mais la section Prospect contient les leads. Fait que question de rendre ça plus mélangeant, ils ont rajouté un nouveau terme là-dedans. Je vais vous l'expliquer. Fait que pourquoi on appelait ça Prospect? C'est que maintenant, ça contient aussi, comme vous voyez en bêta, des compagnies. Dans HubSpot, il y avait une section dans le temps là, qui s'appelait Target Account qu'on pouvait utiliser pour faire du account-based marketing.
c'est un peu là-dessus, là, c'est comme ça un peu l'idée pour répliquer, pour donner accès à cette section-là à l'équipe des ventes. On va même pouvoir avoir des compagnies target qui répondent à notre profil de client clé. Dans les leads, ce qui est intéressant, là, je suis revenu dans la mienne. Bon, c'est correct, je vais vous montrer ici. Je vais retourner dans celle de Justine après. Pourquoi je tourne en boucle? Ah! Bon. Vous voyez, moi, je ne suis pas un Swiftie. Moi, c'est Dumbledore puis Professeur McGonagall, mes comptes de démo. Ce qui est le fun pour le vendeur, c'est que dans sa section des leads, il va vraiment avoir une vision complète de tous les gens, toutes les compagnies qu'il doit arriver à qualifier, sur lesquelles il doit travailler. L'objet lead est bâti aussi avec différents labels de priorisation. Donc, on a nos classiques chaud-froid pour identifier les leads qui sont plus intéressants. Puis, on va avoir des statuts. Parce que notre objet lead a son propre pipeline. Pour représenter où on en est dans notre prospection, dans notre funnel de qualification de nos contacts. Vous voyez ici, j'en ai deux. J'ai un nouveau, j'ai mon étape d'attempting, connected, qualifié, disqualifié. L'objectif, donc, pour un vendeur serait d'arriver à qualifier ou disqualifier la compagnie. Ce qui est le fun, c'est que nos étapes de tentative puis de connecter bougent automatiquement. Donc, j'envoie un courriel au client, automatiquement, il va passer dans Attempting. Le client me répond, automatiquement, il va passer à connecter. Ça a quand même été bien réfléchi aussi pour éviter de donner plus de tâches à faire à nos vendeurs. L'idée, c'est plutôt de leur donner des outils pour améliorer leur travail, pas leur donner plus de tâches. Ça, je pense que c'est clé là, quand on va présenter ça à une équipe des ventes. Comme je le disais plus tôt, l'objet lead arrive avant les deals dans notre processus. Donc, ce qui est le fun, c'est quand je vais qualifier mon lead, automatiquement, j'ai la fenêtre qui va apparaître de création d'une opportunité dans mon pipeline, dans mon CRM. Fait que, ce que ça vient donc faire, c'est vraiment simplement, puis automatiquement, quand on rajoute ça dans notre processus, notre pipeline de deal devient plus propre, plus représentatif de la réalité. Si je vais dans une fiche de contact, ce qui est le fun, c'est que je vais avoir aussi un historique de toutes les tentatives qu'on a fait avec ce contact-là. Vous voyez, là, les dates ne sont pas bonnes, je les ai créées ce matin, là, mais dans le passé, j'ai parlé à ce contact-là, n'était pas prête, c'était pas le bon moment, je l'ai disqualifié. Aujourd'hui, je retente ma chance pour une seconde tentative 6 mois plus tard. Donc, on va avoir l'historique des tentatives qu'on a faites avec quelqu'un. Et ce qui est le fun, c'est que je disqualifie le lead object, mais pas mon contact. Parce que ce contact-là, il reste encore super intéressant pour notre compagnie. Il répond à notre ACP, c'est une target. C'est juste qu'il n'était pas prêt pour le moment. Ce n'est pas le contact que je disqualifie, c'est la tentative de prospection. Quelque chose qu'on faisait avant avec la propriété lead status, mais qui était pas mal moins visuel puis qui était plus difficile à suivre là, au fil du temps. Excusez, je me mélange dans mes slides. Ensuite de ça, l'objet lead qui va être intéressant, c'est comme je dis, on va pouvoir suivre le funnel de ce lead-là. Donc, on va être capable aussi de voir dans nos tentatives de conversion, de prospection, pardon, combien de fois on tente notre chance, puis quel est notre pourcentage de réussite. Donc, on va être capable d'analyser ça aussi, puis on va le montrer plus tard. Fait que ça va être vraiment intéressant là, dans tout ça. Je pense que j'ai fait le tour un bon tout ça. Je peux peut-être partager, Justine, pour le deal score. Ouais, super. Oui, puis il y a peut-être les entreprises aussi que tu peux avoir quand il y a pas de oui, c'est vrai. Quelque chose d'intéressant, c'est vrai, on peut ouvrir un objet lead sur une compagnie. Puis une des premières affaires qui affiche dans la section, c'est si vous avez une compagnie qui a un objet lead dessus, il va dire vous n'avez pas encore identifié votre contact cible. Et trouver la personne ressource dans cette compagnie-là, ça va être une des premières choses qu'ils vont montrer. Ça va être super intéressant là, pour aussi cibler des compagnies cibles, des compagnies qui répondent à vos critères. Je ne sais pas, vous avez une offensive dans une région particulière. Vous voyez, ici, on ouvre la compagnie Martha Stewart, puis ils nous disent il n'y a pas encore de contact clé identifié. Ça va aussi aider les ventes à faire la progression. On a trouvé la compagnie, mais ensuite, à qui doit-on parler? Ça l'affiche vraiment simplement là, dans la section des leads. Ce qui est cool dans la section des ventes,
mais qui, encore une fois, est un peu mélangeant, c'est que dans notre section, il y a un onglet de deal. Donc, dans la Sales Workplace, on va le présenter un peu plus tard, on va le montrer, là, mais dans la Sales Workplace, j'ai un onglet, après, à côté de l'onglet des prospects, j'ai mon onglet Deal, où, en tant que vendeur, je vois toutes les opportunités que je gère en ce moment. Une des colonnes qui est cool, c'est un Deal Score. Donc, HubSpot va venir donner un score à notre opportunité. Va donner un poids à notre opportunité qui va évaluer nos chances de gagner ce deal-là. Fait qu'on le voit ici. Score 96, score 69. HubSpot va, puis c'est fait via des outils DR et des critères là, préétablis. Ça, c'est une des choses là, qu'on me disait plus tôt. Prenez pas le temps de modifier ça, les critères là-dedans. Gardez les critères de base, ils font du sens. Puis par la suite, après quelques mois d'utilisation, là, on pourra les réviser. Comment HubSpot donne son score? Ils vont venir évaluer le temps, depuis combien de temps le deal a été créé. Ça fait-tu 8 mois qu'il est dans votre pipeline? La probabilité de la transaction de fermer, il va toujours ça là, comparer avec votre historique de deal. Donc, plus vous utilisez vos deals, plus le score va refléter la réalité parce qu'il va se baser sur votre historique. La date de fermeture. Fait que si la date de fermeture est dans 6 mois, la date de fermeture prévue est dans 6 mois où elle était il y a 6 mois, il va donner ou enlever des points. Le montant, est-ce que le montant change aux 2 semaines? Fait que vous avez de la misère à évaluer cette opportunité-là. Fait que ça va donner ou enlever des points. Puis, est-ce qu'il y a un engagement réel? Donc, est-ce qu'il y a des activités avec ce contact-là? Est-ce que le contact, on y envoie un courriel, qu'on a un meeting? Puis, si on n'en a jamais dans les derniers mois, bien entendu, le score va diminuer. C'est comme ça que le score du deal va se calculer. Le deal score, c'est pas la même chose que le lead scoring. Là, encore une fois, c'est les mêmes termes, mais c'est pas la même affaire. Le lead scoring, qui est un outil à part entière dans HubSpot, est un outil de pas mal plus marketing, qualification là, des leads, qu'on va venir bâtir un score pour mesurer la qualité du contact. Donc, la façon que ça s'instrumentalise là, dans la réalité, c'est j'ai un contact qui s'inscrit à notre infolette. On va lui donner un score d'engagement, un score de fit en fonction de son profil, son persona. Puis une fois que la personne atteint un certain niveau de lead score, là, je vais ouvrir un objet lead parce que là, je vais passer ça dans la cour des ventes. Il devient donc, il est qualifié, il répond à nos attentes, je vais l'envoyer aux ventes. Fait que le lead score intervient un peu en amont pour qualifier nos contacts, pour être quand est-ce qu'ils répondent à des critères qui sont propres à nous pour l'envoyer à notre équipe des ventes. C'est vraiment comme ça qu'on va l'utiliser là, dans la majorité des cas. Le deal scoring, lui, vraiment arrive quand on a ouvert notre opportunité pour évaluer la valeur de notre pipeline. Est-ce que notre pipeline est bon ou non? C'est vraiment comme ça là, qu'on va venir les travailler un après l'autre. Puis là, je vais vous le montrer, c'est vrai. J'avais dit que j'allais le montrer. Je vais faire une autre démo. Ici. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a des gens dans le chat aussi qui soulignent à quel point ces termes-là peuvent être parfois un peu confus là, avec les life cycle stage, le lead scoring, le deal scoring, les lead status. Donc, effectivement, je pense pouvoir... 100%. Puis, la propriété lead status, là, aussitôt que vous vous mettez à utiliser l'objet lead puis le lead pipeline, la propriété lead status, là, cachez-la, tassez-la de là, utilisez-la plus. Parce que là, vous allez utiliser 2 choses pour tracker le même élément, le même processus. Moi, c'est ce que je conseille. Le lead status, c'est une propriété qui est désuète aussitôt qu'on se met à utiliser l'objet lead. Le lead scoring, bel outil d'HubSpot qui a été lancé il n'y a pas si longtemps que ça, qui permet de créer des scores dynamiques sur nos contacts et ou nos compagnies. On va pouvoir créer des scores à 2 niveaux. Des scores qui sont de fit score, donc de est-ce que le persona répond à nos attentes, donc très démographique, qualitatif, son titre, la compagnie pour laquelle il travaille, il est dans quelle région,
es-tu senior, junior, des choses qui vont répondre vraiment à votre persona. Puis, on va avoir un autre qui va être plus au niveau de l'engagement. La personne a visité notre site web, la personne a downloadé une ressource, la personne ouvre tous nos courriels marketing. Donc, on va donner des scores selon ce qui est nos critères à nous pour venir donner et qualifier nos contacts. Ça peut être de qualifier, mais aussi de prioriser. Si j'ai 500 contacts à qualifier, par où je commence? Bien, par celui-là qui a un score le plus élevé. Puis le troisième ici qu'on voit, qui celui-là d'ailleurs est disponible à un niveau plus élevé d'abonnement là, dans HubSpot, on va pouvoir combiner les deux scores ensemble. Là, j'ai écrit un petit exemple pour vous montrer. J'ai fait un engagement parce que le fit, il est plus, je pense, plus classique, plus facile à comprendre. Le fit, c'est sa région, c'est Québec, puis il parle français, puis il travaille dans l'industrie ABC. Fait que un peu plus classique là, comme modèle. Celui d'engagement, il peut être plus complexe pour différentes raisons. Notamment parce qu'on va venir donner des points quand la personne fait les interactions qu'on veut. Il soumet un formulaire de démo, on lui donne des points. Il soumet un deuxième formulaire ABC, X, Y, Z, on lui en donne un peu moins. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'on va pouvoir venir réduire le poids de ces interactions-là au fil du temps. Parce que si j'interagis, je visite le site web, mais c'était il y a un an, ben c'est clairement moins important. Le poids est quand même vraiment moins grand que quelqu'un qui l'a visité hier. Donc, on va pouvoir ajouter une notion de diminution au fil du temps sur nos scores. Au niveau de l'engagement, les actions là, qui sont vraiment cool selon moi, puis qu'il faut probablement répondre à tout le monde, ben, les formulaires soumis, les pages vues, il a visité notre page de consultation gratuite, il a visité notre page de démo HubSpot. Dans notre cas à nous, mettons chez Guépard, on va donner 10 points à chaque fois, par exemple. Un autre qui est vraiment le fun, c'est qu'on va pouvoir donner des scores sur nos ads. Donc, les gens qui interagissent avec nos ads vont pouvoir obtenir des points eux autres aussi. On peut ajouter vraiment beaucoup d'événements à différents niveaux. Là, je peux vous montrer un peu la liste sur les visites sur nos documents, nos interactions avec nos courriels marketing, les meetings qui ont été bookés, les interactions dans nos séquences de vente, nos SMS, etc. etc. C'est vraiment un bel outil qu'on va pouvoir personnaliser pour venir donner du poids puis qualifier nos contacts, là, comme je le disais plus tôt. Excellent. On a un public service announcement aussi par rapport à une fonctionnalité. C'est vrai. Avant, là, les scores, c'était des propriétés qu'on pouvait monter là, dans la section propriétés contacts. Il y a déjà, si vous êtes allé visiter ça, normalement, vous avez vu, il y a des messages d'erreur, un message d'avertissement plutôt, qui vous dit là, que dans les derniers mois, il y avait des changements qui se faisaient. Mais là, le dernier message important, c'est qu'à partir du 31 août, la propriété de score que vous avez montée sur vos contacts ne seront plus mises à jour. Puis, il va falloir la remplacer par l'objet de lead scoring. Ce n'est pas fait automatiquement. Il va falloir. Là, faites attention si vous. Je ne sais pas si c'est ton Internet à toi, Benjamin, ou si c'est le mien, mais tu as un petit peu coupé. Ah ouais, j'ai coupé? En gros, c'est le 31 août, retenez ça. Fait que peu importe ce que j'ai dit, c'est vraiment ça qui est super important. Non, ça a coupé les yeux aussi. Ah bon. Pardonnez-moi. Pas de souci. Il nous reste 4 minutes, je vais vous montrer aussi l'agent de prospection dans dans l'espace de vente. Mais si jamais vous avez des questions en ce moment auxquelles nous n'avons pas répondu, je vous invite à les poser dans le chat aussi pour qu'on puisse y répondre avant de conclure cette présentation des outils de vente et de prospection dans HubSpot. L'agent de prospection, honnêtement, c'est l'un des fonctionnalités qui me terrifie le plus, mais en même temps que je trouve le plus cool parce que c'est extrêmement puissant, mais c'est déstabilisant. Okay? Fait que si vous ne l'avez pas encore essayé, je vous comprends. Ça fait peur un peu, mais inquiétez-vous pas, il y a des moyens de le contrôler aussi. Okay? Il est en bêta en ce moment. Donc, même chose que pour l'espace des ventes, si jamais vous ne le voyez pas, c'est très possible que c'est parce que le bêta ne soit pas activé dans votre compte. Ça, vous pouvez le faire, en fait, dans la section du menu
de droite de votre compte HubSpot, vous avez une place où il y a les nouvelles fonctionnalités. C'est là que vous allez pouvoir trouver les bêtas, dont l'agent de prospection. Je serais curieuse d'ailleurs, s'il y a des gens qui l'ont utilisé dans le chat, j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça. Donc, en fait, ce que c'est littéralement un agent qui va aller voir les prospects que vous avez dans votre compte, qui va cibler certains d'entre eux et qui va rédiger des messages que vous pourriez envoyer à ces gens-là pour vous. Sachez qu'il peut fonctionner en mode semi-automatique, mais là, à ce moment-là, vous faites une validation avant de l'envoyer. Je vous conseille d'utiliser ça au départ, mais par la suite, si jamais vous dites « Hey, ça se passe super bien, je me sens à l'aise, je le laisse aller », bien, vous pouvez aussi le mettre carrément en mode entièrement autonome et il va lui-même contacter vos livres et tout. Donc, il est disponible dans l'espace de vente, mais il se retrouve aussi dans son propre onglet. Puis là, bien, je vais aller vous le montrer dans le compte. Il y a quelques petites choses que vous voyez ici là, qui sont à mettre en place avant. Je vais les nommer en même temps que je me rends dans le compte HubSpot. Ça, c'est très long. Je vais vous montrer ici. Donc, à quel endroit il se trouve? Il est, si vous avez activé le bêta, toujours, hein, donc n'oubliez pas, c'est un facteur important. Il se retrouve en fait dans la section des ventes. Il s'appelle agent de prospection. Il est directement en dessous des comptes cibles. Et la manière dont il fonctionne, c'est qu'il va utiliser deux fonctionnalités que vous devez avoir paramétrées d'avance. Je vous le dis parce que quand vous commencez à le paramétrer, il va vous le dire que ça n'a pas encore été fait à cet endroit-là. Puis, comment il fonctionne, en fait, c'est qu'il va aller chercher les produits et les services que vous avez dans votre bibliothèque de produits et de services HubSpot. Il va aller chercher aussi votre ton d'entreprise. Ça, c'est une fonctionnalité que vous avez dans vos paramètres, tout ce qui est lié à les paramètres généraux. Vous avez maintenant une place où vous pouvez mettre non seulement le branding, vous aviez sûrement déjà vu, mais vous pouvez mettre aussi le ton que vous souhaitez qu'il soit utilisé dans les différentes fonctionnalités. Donc, juste vous montrer un peu comment il fonctionne. Ce qu'il va vous demander, en fait, c'est de mettre votre description. Donc, comment vous souhaitez qu'il fonctionne. Moi, de mon côté, j'ai mis carrément mes propres informations. Il va aller chercher aussi, donc, avec quelle boîte de réception vous allez envoyer les courriels. Donc, dans ce cas-ci, moi, j'ai choisi celle qui est utilisée pour notre compte de démo. Il va vous demander le ton que vous allez utiliser. Donc, vous pouvez utiliser un ton que vous définissiez vous-même à partir de la bibliothèque qui est ici. Et vous avez le ton de marque aussi qui apparaît. Ici, la langue que vous pouvez aller chercher si vous voulez avoir plusieurs langues, entre autres, qui sont utilisées. Donc, dans ce cas-ci, nous, on utiliserait évidemment surtout le français. Donc, on a aussi différentes sources d'informations. Puis là, ce qu'il va vous demander de faire, en fait, c'est d'aller chercher justement soit votre site web. Donc, si vous mettez votre URL de site web, vous allez pouvoir voir. Il va aller le faire analyser. Il va l'analyser lui-même. Donc, vous mettez l'adresse de votre site web, il va passer sur le site web, il va l'analyser. Vous avez, donc, c'est quoi le call to action? Dans ce cas-ci, moi, de mon côté, j'ai mis donc des documents qu'il peut utiliser pour envoyer. Donc, j'ai mis une liste de prix de notre compte fictif de démo. Puis ici, bien, je vous ai mis un cas réel, c'est-à-dire une consultation gratuite sur notre site web que les gens peuvent booker. J'aurais pu mettre une démo, j'aurais pu mettre une page spécifique pour mon agent aussi. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire là-dessus. Vous pouvez lui donner des directives. Donc, le premier email, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il fasse? Il le fait par lui-même, OK? Cette chose-là, ça, c'est lui qui l'a fait. Ce n'est pas moi qui le fais. Et c'est là que vous pouvez contrôler s'il y a un mode autonome ou un mode semi-autonome. Moi, je vous recommande d'utiliser le mode semi-autonome plutôt que le mode entièrement autonome, juste pour le tester avant, là, puis voir les résultats. Puis ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il vous demande d'approuver les courriels avant de les envoyer. Puis il vous permet aussi d'exclure certains contacts. Il y a des règles que vous pouvez mettre, donc les heures auxquelles il fonctionne, les jours, donc aussi entre les différents emails. Je vous recommande d'être un peu moins agressif dans cette section-là que 2 jours. Là, c'est son paramètre par défaut. J'aime bien mettre 5 jours de mon côté. Puis, le maximum d'emails par inscription, sachez qu'il a un max de 200 emails qu'il peut envoyer par jour. Donc, c'est cet outil-là. Au niveau des options avancées, bien, vous pouvez aussi ajouter des instructions personnalisées, un peu de la même manière, s'il y en a certains d'entre vous qui utilisez ChatGPT, vous pouvez mettre des options personnalisées à cet endroit-là. Honnêtement, j'aimerais beaucoup avoir vos commentaires sur cet outil-là. Si vous commencez à l'utiliser, on va beaucoup en parler dans les prochaines semaines et je pense que ce sera un outil qui a énormément d'impact pour plusieurs personnes.
J'ai dépassé même notre temps ici. Je voulais vous remercier d'être avec nous, d'avoir participé ici, d'avoir posé des questions. On a parlé du fait que c'était un outil aussi qui est disponible pour les versions Pro et Enterprise d'HubSpot. Merci beaucoup, Benjamin, et merci, Pascal, d'avoir posé la question. On a un prochain hug qui va s'en venir bientôt. Dom nous a mis le lien dans les commentaires. C'est Inbound la semaine prochaine. Inbound, c'est un peu comme Noël pour les gens de la communauté HubSpot, c'est-à-dire qu'il va y avoir plein d'annonces qui vont être faites. C'est à San Francisco cette année. Ça nous fera plaisir de vous rapporter en fait ce qui est donc annoncé à Inbound dans le cadre d'un hug spécifique qui aura lieu le 18 septembre prochain à 11h pour ceux qui sont du Québec et à 17h pour ceux qui sont en France ou en Europe. Donc, vous pouvez tout de suite vous inscrire. Dom a mis le lien dans le prochain événement. Puis ce sera un plaisir de partager avec vous tout ce qui va nous intéresser là-dedans, puis tout ce qui va pouvoir faire une belle différence pour vous. Merci beaucoup, Benjamin. Merci. Puis tout le monde, n'hésitez surtout pas à nous contacter par courriel sur LinkedIn si vous avez des questions. Sur l'espace des ventes, l'objet lead et tout ça, il y a aussi l'option, on n'a pas tout à fait parlé, mais le reporting qui est généré grâce à toute cette nouvelle objet-là peut être super intéressant là, pour les managers des ventes. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Génial. Yes. Merci beaucoup à tous. On vous souhaite une belle journée, puis on espère vous revoir bientôt. À plus!